La première chose à laquelle je pense, c'est au titre de ton podcast, quoi. Allez, vas-y. Et c'est la notion d'oser. J'en suis la preuve à travers Stadi Up. J'en suis la preuve à travers toutes mes expériences dans le sport. C'est que si je m'étais pas dit, allez, vas-y, je l'aurais jamais fait. Et je sais pas où je serais aujourd'hui. Je sais pas ce que je ferais. Et je pense que je serais certainement en train de le regretter aujourd'hui à 37 ans. Bienvenue sur Tout un sport. Record du monde, Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons. Vous êtes des géants. C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. L'équipe de France est championne du monde. Et l'équipe de France championne olympique. Tommy Reiner. Oui, champion. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous. Eh bien, on démarre l'année avec Thibaut, puisqu'on va rien cacher, on est le 2 janvier, sur les chapeaux de roue, on est le premier jour de travail possible de l'année, on va dire, et je suis avec Thibaut Nicolin. Bonjour Thibaut. Bonjour Frédéric, bonjour à tous, merci pour l'invitation, je le redis maintenant que c'est enregistré, et très content de démarrer l'année avec toi. Merci beaucoup. Donc Thibaut, on s'est rencontrés via LinkedIn. On a une connaissance en commun qui est Elodie Arnouk, qui est l'épisode 19 du podcast Allez Vas-y, et qui m'a vivement, suite à un échange qu'on a eu ensemble, qui m'a vivement recommandé de t'interviewer. Donc c'est ce que je fais, puisque l'objectif étant pour moi de parler de tout ce qui tourne autour du sport. Et on va le découvrir, tu as un parcours qui est vraiment marqué autour du sport et je trouvais intéressant de te recevoir dans le podcast. C'est ça déjà, merci à Elodie. J'écouterai le podcast avec Elodie justement, ce sera une bonne curiosité. Elodie qui est une super personne et une très belle personnalité, donc merci à elle pour ces mots. Et oui, tu parles de sport avec moi, oui, j'avoue que marqué au fer rouge, je parle sport, on ne peut pas faire plus. Ok, c'est top, ça me va très très bien. Comme le veut la tradition dans le podcast avant Allez Vas-y et aujourd'hui Tout un sport, on démarre par le portrait chinois et je vais démarrer tout de suite par la première question. Si je te dis un lieu, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Qu'est-ce que tu me dis en premier? Écoute, des lieux, il y en a beaucoup. J'aime bien changer de lieu régulièrement. J'aime bien partir en vacances jamais au même endroit. J'aime bien changer même d'appartement, de bureau très souvent. Mais là, si je devais choisir aujourd'hui, tu vois, un truc qui me vient à l'idée, c'est un chalet en montagne, en famille. Généralement, c'est les petits moments paisibles en famille, ressourçants, au calme, au milieu de la nature en montagne. Et c'est le choix que je ferais là aujourd'hui pour cette première question. Ok. Si je te parle d'un plaisir gourmand, tu serais plutôt sur le sucré ou plutôt sur le salé? Complètement sur le salé. Très salé, quoi? très curieux. Curieux de tout en salé. Écoute, pour faire classique, j'ai envie de dire, étant né en Haute-Savoie, ayant une culture savoyarde, à partir du moment qu'il y a du fromage, ça passe. On va dire ça. J'en ai plusieurs sur le podcast qui sont sur le fromage, effectivement. Surtout en hiver. Alors en plus, là, on enregistre, effectivement, on est au mois de janvier, donc on parle pas mal. Mais j'ai remarqué que plus je vieillissais, entre guillemets, plus je grandissais, plus je m'oriente vers le sucré. Alors peut-être que c'est une question de génération, on pourrait comparer avec les autres. Ok, d'accord. Eh ben écoute, à l'occasion, si on se reparle dans un podcast, on se fera le bilan de savoir si vraiment tu as basculé sur le sucré ou tout ça. Rendez-vous dans 10 ans et on verra. Si je te parle d'une passion ou d'un passe-temps, ou une passion et un passe-temps, tu fais comme tu as envie, qu'est-ce que tu me dirais? J'aurais deux réponses. La première, c'est que c'est déjà tout autour du sport, parce que mon métier, je l'ai choisi par passion. Mais pas tant par la pratique. Alors oui, évidemment, j'ai pratiqué, même si je pratique pas encore aujourd'hui énormément, mais je suis passionné par tout ce qui touche au sport et tout ce que permet de faire le sport dans la société, autour de la santé, autour de l'inclusion, autour de l'insertion. Donc vraiment passe-temps, passion, tout ce qui touche au sport, clairement. Et après, j'ai envie de dire que je fais partie de ces personnes qui s'intéressent à plein de choses tout le temps. Donc des passions, j'en ai 20 par an, mais c'est par phase. Dès que je vois un truc, je peux me passionner pendant des semaines.
je me fais critiquer par ma famille gentiment, qui me dit que quand je me mets dans quelque chose, je me mets à tout acheter, à tout lire, à tout, et puis après ça tombe aux oubliettes. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est très éclectique. Ok. Et la dernière question du portrait chinois, si je te demande une personne ou une personnalité qui compte ou qui a compté pour toi ou qui t'inspire, tu me dirais qui? Et je sais qu'à cette question, souvent on me dit, il y en a beaucoup. Si tu veux en citer 4-5, pas de problème, faut pas vexer les gens. Non, il y en a beaucoup, effectivement. Il y a la première réponse classique aussi, mais qui est vraie, c'est la famille et l'entourage très proche, les enfants, la compagne, tout ça, évidemment qu'ils sont les premiers impactés par nos quotidiens chargés. Donc évidemment que s'ils n'étaient pas là pour encaisser notre quotidien, on ne pourrait pas avancer comme on avance. Et après, j'aime effectivement les personnes inspirantes qui font le choix de la société avant eux-mêmes. Je dirais plutôt ça. J'ai pas des noms comme ça qui me viennent, mais j'aime les gens qui font des choix par empathie presque, pour faire du bien à la société sans penser à leur propre bonheur. Et ça, c'est inspirant, je trouve, les gens qui pensent aux autres avant eux-mêmes. Ok. Bah, écoute, merci. C'était un portrait chinois très riche et on commence à entrevoir ta personnalité et ce que tu fais. Mais justement, là, c'est l'occasion. C'est le moment où on va rentrer dans le vif du sujet, où je vais te laisser la parole pour nous partager ton parcours. Et surtout, moi, je pense que, et on a commencé à toucher du doigt, mais ce qui est intéressant, c'est comment te vient cette passion du sport, où elle naît, comment elle grandit. Enfin voilà, il y a ça qui m'intéresse. Et bien sûr qu'on le verra avec ton parcours, puisque moi j'ai scruté LinkedIn avant, bien sûr, mais on voit qu'il y a un lien pratiquement tout le temps dans chaque expérience professionnelle avec le sport. Et puis justement, je te laisserai en parler plus ou moins en profondeur en fonction des sujets. Mais voilà, il y a moi cette volonté, encore une fois, de dire... C'est pas parce que je suis pas sportif de haut niveau que je peux pas travailler dans ma passion, dans le sport, et je peux pas en vivre. Donc, j'écoute, j'ai envie de dire, dis-nous un petit peu comment tu es arrivé dans le sport, et puis ensuite, petit à petit, tu vas nous faire ton parcours professionnel. Ouais, écoute, effectivement, ça démarre par une passion, et puis je pense que alors moi j'ai 36 ans aujourd'hui, j'aurai 37 ans cette année, et j'ai l'impression de faire partie de cette génération où on a fait la bascule entre choisir un métier et choisir une passion. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je croyais qu'avoir un métier, c'était faire quelque chose forcément de chiant ou qu'on n'a pas forcément choisi, et on avait peut-être du mal à s'autoriser à avoir envie de faire un métier qui pour nous n'en est pas un. Tu vois, j'ai l'impression que j'étais dans cette bascule-là. Mes parents sont très classiques, et pour eux, le sport, c'était clairement pas un métier. Quand je leur disais que je voulais travailler dans le sport, ils me disaient arrête tes bêtises là, et va travailler à l'école. Et moi, j'ai toujours voulu ça, donc je me suis j'ai toujours fait en sorte de me dire, c'est devenu un challenge en fait, de me dire si je vais y arriver, je veux faire ça. Et comment ça a démarré? Ça a démarré parce que je me suis très vite rendu compte effectivement que je serais jamais athlète de haut niveau, que je serais jamais un Zidane, je serais jamais un Nadal ou quoi que ce soit. Mais dès mon plus jeune âge et mes premiers souvenirs, je devais avoir 8-9 ans, je me revois en train de regarder Roland Garros à 8-9 ans et en train de me dire waouh, mais il y a des gens qui ont pensé à mettre des sponsors là, il y a des gens qui ont pensé à mettre les tribunes, il y a des gens qui ont pensé. Et en fait, c'était tout ce qui n'était pas vu par le grand public qui m'intéressait et qui me passionnait. Donc c'est comme ça que je me suis dit non mais moi je veux travailler dans le sport, je veux participer à ce qui fait vibrer les gens. Et quand tu es jeune, c'est quoi le sport qui te fait vibrer, et c'est quoi le sport que tu pratiques ou les sports que tu pratiques? Écoute, je vais te donner les 3 premiers exemples qui me viennent. Mon tout premier souvenir sportif. On en a tous un, et des fois, on se pose pas la question. Moi, j'en ai un, professionnel. Moi, c'était Edgar Gros-Piron en 92, champion olympique de ski de boss. À l'époque, j'avais 6 ans, du coup. J'ai grandi à Belay, donc à la limite de la Savoie. Donc, forcément, les Jeux Olympiques à Albertville, dans la région, c'était quelque chose. Et je me revois en train de regarder la finale du ski de boss d'Edgar Gros-Piron et de retourner après à l'école et en parler avec les copains à la récré. C'est mon premier souvenir. Je n'ai aucun souvenir avant. Okay. Et le premier souvenir où moi, je me suis mis par passion et vraiment, je sens que j'ai été piqué, c'était la Coupe du Monde de foot 94, où mon premier idole, c'était peut-être classique pour ma génération aussi, mais moi, c'était Roberto Baggio, l'italien. Et c'est ça qui m'a fait plonger dans le sport, où je me suis dit, il
il y a un univers, il y a quelque chose qui me fait vibrer, qui me met des papillons dans le ventre, et c'est comme ça que je suis tombé vraiment dans le sport. D'accord. Et tu pratiquais un sport en particulier ou tu as testé plusieurs types de sports? On sait qu'il y a plusieurs profils. Alors moi, justement, je suis un profil, je veux dire que j'ai presque des regrets, mais ça vient de mon éducation. Mes parents aiment le sport, mais pas dans la pratique. C'est-à-dire qu'on faisait des sports de nature. Alors, j'ai fait énormément de randonnées, de ski, de ski de fond. Donc, tu vois, on était sportifs à travers ce genre de pratique très outdoor, mais pas du tout dans l'éducation du sport de club ou du sport de compétition, etc. Donc, dans ma jeunesse, j'ai fait énormément de sports, mais très différents. Et du coup, j'ai jamais eu l'occasion d'exceller dans un sport, en fait, parce que je changeais très vite, parce que emmener le fils en compétition les week-ends, bah non, j'y allais pas parce que c'était une organisation qui nous plombait, donc mes parents m'emmenaient pas, ou bon, au bout de 3 ans de hand, bah il faudrait que tu fasses autre chose. Donc j'ai fait de la natation, j'ai fait beaucoup de foot, j'ai fait beaucoup de tennis, c'est surtout le sport que j'ai fait le plus, et du hand, c'est les sports que j'ai le plus pratiqué, je pense, en club. Okay. Et quand tu avances dans tes études, est-ce que la confirmation de travailler dans le sport, elle se concrétise par certaines choses que tu commences à sentir et tu dis je veux faire ça, ou tu sais que tu vas travailler dans le sport, mais tu sais pas quoi. À quel moment ça s'est concrétisé? Comment ça s'est concrétisé surtout? Bah écoute, là il y a une bascule, hein, elle est très claire, elle est très nette dans ma carrière, j'allais dire, d'étudiant. C'est que moi j'ai fait un BTS, après une licence et après un master. Donc j'ai fait un BTS pour commencer parce que j'avais envie de travailler dans le marketing, c'était sûr, dans le commercial, dans ces univers-là. Je rêvais au sport, mais c'était un rêve qui était limite pour moi inaccessible parce que j'ai grandi dans une petite campagne, je connaissais personne, tout le monde nous disait que c'était bouché, que c'était compliqué de rentrer dans cet univers, enfin tout ce qu'on entend qui peut être décourageant. Et en fait, un jour, c'est vraiment, je me revois très très bien en fin de licence, donc en troisième année, j'étais à Sup de Pub, il fallait chercher un stage. Voilà, l'éternelle angoisse de tous les étudiants, hein, de la période où il faut chercher un stage. Et je m'étais dit, attends, là je suis en licence, je suis en bac+3. Si je tente pas une fois dans ma vie à rentrer dans l'univers du sport, je le regretterai toute ma vie. Donc, tu sais ce que j'ai fait? Je me revois à minuit, tout seul dans ma petite chambre étudiante, en train de me dire, il faut que je sorte du lot. Donc, j'ai fait un CV et une lettre de motivation originale. J'ai fait travailler mes méninges et j'ai fait un CV original sous forme d'un papier à parchemin. Et en fait, j'ai écrit une énigme sur un papier à parchemin où l'énigme, c'était quel est le stagiaire idéal? Et cette énigme était rédigée sous forme de lettrine. Donc, chaque première lettre de paragraphe faisait une lettre et ça faisait mon prénom, l'énigme en entier, comme pour dire que le stagiaire idéal, c'était moi. Et en fait, j'ai fait ça en personnalisant auprès de l'Olympique Lyonnais, parce que j'ai fait mes études à Lyon, et j'aimais le foot et j'aime toujours le foot. Et donc, mon rêve, c'était de travailler à l'Olympique Lyonnais, hein, comme tout bon jeune Lyonnais qui aime le sport et le foot. Et je suis allé donner en main propre à l'OL, au siège, ce CV. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait plus régulièrement. C'est plus un éclairage, c'est quelque chose qui se fait plus régulièrement et on le voit sur LinkedIn. À l'époque où tu le fais, c'était encore quelque chose d'assez original. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait leur CV avec une de l'équipe et ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, il faut réussir à se démarquer encore autrement. Mais à l'époque, effectivement, t'es un peu précurseur. Dans les premiers, oui, parce qu'effectivement, et ça, tu fais bien de le dire, parce que je le dis à mes étudiants, parce que je donne des cours aussi en parallèle dans les écoles. Et quand je leur explique ce que j'ai fait, je leur dis ne refaites surtout pas ça. Parce que maintenant, en 2022, ça marcherait plus du tout. Mais là, ce que je te dis, c'était en 2008. Donc, c'était encore quelque chose d'innovant. Je dis pas que j'étais précurseur, mais en tout cas, c'était quelque chose qui marchait encore, la preuve, et qui permettait de sortir du lot. Maintenant, on sort plus du tout du lot en faisant ça. Et bien, en tout cas, voilà, ça a fonctionné parce que j'ai été pris donc à OLTV, mon tout premier stage dans le sport. OLTV, c'était la chaîne de télé de l'OL. Et donc, voilà, je fais quelques mois de stage là-bas et qui m'a permis de mettre un premier pied dans le sport. Et après, c'est un effet boule de neige. Et donc ensuite, si je me trompe pas, tu continues à l'OL en tant que chef de produit marketing, c'est ça? Alors ça, c'est effectivement un deuxième stage dans la foulée. C'est pour ça que je parlais d'effet boule de neige, hein, parce que c'est souvent comme ça la vie professionnelle. Hein. Il suffit d'un petit pied quelque part pour que derrière, tout s'enchaîne. Donc, cette expérience à OLTV s'est enchaînée vers une année de césure dans un autre service de l'OL, effectivement,
en tant qu'assistant chef de produit. Après, j'ai eu la chance d'être pris en job d'été sur le Tour de France, où j'ai fait un peu d'animation commerciale sur le Tour de France. Après, je suis parti en Australie pendant quelques mois. Et après, ma dernière expérience de stage a été d'être assistant chef de produit chez eSports, donc avec Antoine Coé, qui est aujourd'hui directeur marketing Europe, d'ailleurs d'eSports, où j'étais dans l'équipe du lancement de FIFA sur le territoire français, donc de FIFA 12 à l'époque. Donc là, ça m'a vraiment permis de valider, on va dire, un CV sport et de pouvoir chercher une première expérience significative dans le sport après. Ok, donc une fois que tu finis tes études, c'est quoi la première orientation quand tu commences à chercher officiellement un job, ou peut-être que déjà pendant ta dernière expérience chez eSports, tu commençais à créer des contacts et tu avais la possibilité de déjà imaginer ta future carrière? Alors écoute, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est un conseil que je donne beaucoup aussi aux jeunes générations, c'est de construire leur réseau dès le plus jeune âge. Et moi, j'ai pas eu ce réflexe. C'est-à-dire que pendant que c'était mon année, les 9 mois ou 8 mois à Electronic Arts, j'ai pas eu ce réflexe de me construire un réseau, parce que j'avais pas encore ce réflexe-là. Donc, quand j'ai fini mon stage, j'ai fait quelques mois de chômage. Donc forcément, quelques mois de doute, quelques mois de se dire, mince, mais est-ce que j'ai pas fait tout ça et au final, je vais rien faire dans le sport? Et en fait, j'allais dire que quand on sème les bonnes graines et quand on a la personnalité qu'il faut, bah, tout vient à point nommé. Et j'ai deux exemples pourquoi je dis ça. La première chose, c'est que j'ai été pris pour un entretien dans un autre univers professionnel à cette époque-là. Et ils m'ont refusé, me disant que j'avais un CV qui était trop sport et que du coup, ils voulaient pas me prendre. Donc je me dis, ah bah voilà, bon, j'ai déjà un CV trop sport, ils veulent pas me prendre. Bon. Et quelques semaines plus tard, j'ai été appelé suite à des envois de CV multiples que j'ai fait à cette époque-là pour un remplacement de congé maternité à la fédération de tennis, donc où j'étais sur un poste de chef de projet à Roland-Garros, où je me suis occupé de la mise en place opérationnelle de plusieurs projets digitaux sur Roland-Garros 2012. Donc ça a été ma première vraie expérience. Ça a démarré par un CDD de 3 mois et ça s'est fini où je suis resté 3 ans à Roland-Garros finalement. Ok. Est-ce que tu peux, de cette expérience, on va pas y rester trop longtemps parce que tu en as d'autres très intéressantes et puis on parlera de Stadium surtout. Mais est-ce que tu peux expliquer en quelques mots en quoi consiste cette émission pour que, encore une fois, moi je pense beaucoup aux parents là aujourd'hui qui ont des enfants qui cherchent ce qu'ils doivent faire comme job ou comme étude. Et je pense que certains ont besoin de comprendre ce qu'on fait quand on est dans le sport, mais qu'on n'est pas sportif, voilà, et qu'on n'est pas entraîneur non plus ou préparateur physique. Écoute, c'est une sacrée question. Ça mériterait un podcast tout entier, ça, parce que non, parce que j'ai plusieurs anecdotes là-dessus. La première, c'est que même sur plein de métiers, et pour rassurer les parents, même quand vos enfants auront 15 ans d'expérience, vous ne comprendrez toujours pas ce qu'ils font. Ma mère a toujours pas compris ce que je faisais toute la journée, parce que on voit ce qu'on voit à la surface, c'est vraiment infime par rapport à tout ce qu'il faut mettre en place opérationnellement parlant au quotidien. J'ai une anecdote là-dessus. Quand j'ai fini mes études, à l'époque, je voulais faire chef de produit et je me revois en train de dire à un de mes potes de l'époque, dire mais un chef de produit, une fois qu'il a lancé son produit, qu'est-ce qu'il fait? Et je ne comprenais pas ce qu'on faisait 35-40 heures par semaine en entreprise. Donc, c'est compliqué d'expliquer. Mais en gros, tout ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est énormément de petits détails, de petites tâches opérationnelles qui font un tout. Donc, mon rôle à Roland-Garros, il était d'accompagner les entreprises, les partenaires du tournoi dans ce qui était leurs activations digitales autour du tournoi. Ça veut dire quoi, les activations digitales? C'est tout ce qui touche à la visibilité de leur marque, que ce soit en opération marketing ou en communication pure, sur les supports digitaux. Donc, sur l'application du tournoi, sur le site web du tournoi, sur les écrans géants, sur plein d'autres sujets et tout ce qui touche à l'expérience spectateur aussi sur le tournoi directement. Et ça, opérationnellement parlant, c'est des milliers et des milliers de petites tâches pour que tout marche pour le mieux. Donc, c'est ça qui nous occupe toute la journée. Ok, bon, c'est bien résumé et ça permet, je pense, à certains de comprendre qu'il y a
beaucoup de choses à faire en backstage, si on peut dire. En tout cas, même quand le tournoi n'a pas lieu, parce que la question pourrait se poser de dire mais quand le tournoi n'a pas lieu, qu'est-ce qu'on fait? Roland-Garros est tellement grand que ça t'occupe toute l'année et sur un temps complet pour plusieurs personnes. Et plus encore, je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, j'avais tout le temps cette question quand à l'époque où je travaillais à Roland-Garros, je disais tu travailles où? Je travaillais à Roland-Garros. Les gens me disaient mais qu'est-ce que tu fais le reste du temps? Je disais non mais organiser Roland-Garros, même par personne. En fait, on commence là, on est en janvier 2023. Je peux te dire que les équipes de Roland-Garros commencent déjà à préparer Roland-Garros 2024, si ce n'est pas plus, parce que c'est effectivement une énorme machine qui demande énormément d'organisation. Et ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit à travers la pratique sportive, c'est une infime partie de ce que représente un événement sportif. Bien sûr, et ça c'est important, tu as raison de le rappeler. Après cette expérience à Roland-Garros, moi il y a une expérience qui me paraît très importante sur laquelle il y a à mon avis pas mal de sujets à discuter. Qu'est-ce qui fait justement que tu quittes Roland-Garros? C'est pour l'opportunité suivante et tu vas nous dire laquelle c'est, ou c'est parce que justement tu te dis faut que j'aille voir d'autres sports? Alors, la vraie raison, elle est que j'ai eu une opportunité, effectivement, donc au Comité olympique, au CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, qui est une maison qui est très peu connue en France, qui se fait écraser d'ailleurs en termes d'image aujourd'hui par Paris 2024. Mais le Comité national olympique et sportif français est une maison qui existe depuis des décennies, si ce n'est pas, je n'ai pas la date exacte, mais début du 20e en tout cas, largement. Et son rôle est multiple, mais très peu connu du grand public. Son rôle, il est, on va dire quadruple, même s'il y en a bien plus, mais il est d'être le représentant des fédérations auprès des pouvoirs publics. Donc, c'est le CNOSF qui, sur le papier, fait le lien entre la fédération et l'État. Il est le représentant du CIO en France et de l'olympisme. Donc, dès qu'on parle d'olympisme, dès qu'on parle d'olympique, c'est repris par le CNOSF en France parce qu'il représente le CIO en France. Et c'est également le troisième, on va s'arrêter sur le troisième parce qu'après c'est bien complexe, mais le troisième, c'est le représentant de l'équipe de France olympique, donc de l'ensemble des athlètes qui vont aux Jeux olympiques. Donc c'est vraiment très lié à l'olympisme et c'est une maison qui est malheureusement peu connue pour plein de raisons, mais qui joue un rôle central dans l'olympisme en France. Et qu'est-ce qu'on te proposait de faire au CNOSF justement? Tu étais sur la partie marketing, si je ne me trompe pas? Exactement, mon rôle au CNOSF, donc j'étais en charge du sponsoring de l'équipe de France olympique. Donc dans la continuité de ce que je faisais finalement à Roland-Garros, d'une certaine manière. Et là, c'était vraiment de faire le lien entre la maison CNOSF et les partenaires olympiques, donc toutes les marques qui investissent dans l'olympisme, pardon. Et donc, c'est de les accompagner au quotidien sur leurs activations pendant, après, avant les Jeux olympiques et tout au long de l'année. Donc ça aussi, dit comme ça, on peut se dire, du coup, qu'est-ce qu'il fait le reste de l'année? Mais pareil, c'est énormément de travail opérationnel toute l'année. Mais en tout cas, c'est ce lien indispensable pour faire vivre des partenariats qu'il y a entre deux structures. Et donc voilà, c'était mon rôle et on était même deux pour faire ce travail-là. Tu vois, j'avais un binôme. Ok. Et de toute façon, il faut aussi rappeler plusieurs choses. C'est que le nombre de fédérations olympiques est assez important. Je pense que, de tête comme ça, je pense qu'il y en a eu plus d'une trentaine. Tu me diras si je me trompe. Mais ensuite, il y a tous les athlètes de chaque fédération. Vous gérez aussi l'handisport, si je me trompe pas. Dis-moi si je dis une bêtise. Non, pas l'handisport. Effectivement, l'handisport est géré par la fédération handisport et sur le niveau du paralympisme, il y a un comité paralympique avec qui on collaborait étroitement. On avait des partenaires communs, etc. Mais voilà, non, c'est d'ailleurs c'est peut-être quelque chose qui évoluera à l'avenir vu qu'on va vers l'inclusion. C'est qu'aujourd'hui l'inclusion elle n'est pas garantie, ne serait-ce que dans la bureaucratie, parce qu'il y a un comité national olympique et sportif français pour les valides et un comité paralympique français pour le paralympisme. Peut-être que demain il y aura un seul comité olympique qui réunira les deux. Qui sait? Ok. Et c'est quoi le moment marquant de cette expérience-là au CNOSF? Est-ce que c'est ton arrivée parce que tu te dis waouh, j'arrive au cœur, on peut pas être
presque plus au cœur du sport qu'au CNOSF, puisque justement il touche un nombre de fédérations impressionnant. C'est une mission particulière, c'est les Jeux Olympiques de Rio que tu as vécu, qui est dans la période dans laquelle tu étais. Enfin, voilà, dis-nous un petit peu ce qui t'a marqué dans cette expérience-là. Il y en a beaucoup des expériences marquantes quand on reste 5 ans, parce que je suis resté 5 ans donc entre 2014 et 2019. Donc effectivement, j'ai pu vivre alors depuis la France, parce que j'ai fait le choix personnel de ne pas aller sur les Jeux en 2016 et pas en 2018. Donc je me suis occupé des activations des partenaires en France. Et c'est un choix très personnel. D'ailleurs, on peut en parler là. Ça permettra de décomplexer peut-être beaucoup de personnes. C'est que à l'époque des Jeux Olympiques, les salariés du CNOSF qui sont amenés à travailler directement sur les Jeux au Club France et ailleurs partent généralement un mois et demi. Et moi, à l'époque, j'allais ou je venais d'avoir mon premier enfant et je ne me voyais pas partir un mois et demi de mon rôle de père. C'était impossible. Alors pour des raisons affectives, mais aussi pour des raisons même, j'allais dire, de rôle de papa. J'aurais l'impression de déserter mon rôle de papa et moi, c'était impensable de faire ça. Donc, grâce à mon chef de l'époque, Mathieu, qui est toujours directeur marketing du CNO, voilà, j'étais le point d'entrée en France des activations des partenaires. Donc, je me suis tout autant éclaté, mais à distance. Ça m'a permis de trouver ce qui est quelque chose qui est très important pour moi, c'est l'équilibre pro-perso. Ouais, alors déjà, c'est une super remarque d'un point de vue entrepreneuriat, c'est aussi, et salariat, peu importe dans quel point on se pose, mais aussi d'un point de vue sportif. Je pense qu'il y a aussi des sportifs qui sont amenés à devoir faire des choix sur le fait de dire, par moment, est-ce que je m'investis à fond dans une compétition, et des fois, on est, nous, très jugeants spectateurs quand on regarde un sportif en disant il ne performe pas. Mais peut-être qu'on ne s'est pas posé la question, mais il a peut-être sa vie perso à gérer, que par moment, il met un peu, on va dire, peut-être une année de côté, ou en tout cas, il est moins performant, mais il le fait autrement. Et c'est aussi une forme d'équilibre. Donc, merci d'avoir fait un éclairage sur ce choix, sur ton choix, et puis ta décision surtout. Et donc, quand on vit ces Jeux Olympiques à distance, c'est quoi le souvenir que tu as justement est-ce qu'il y a un moment marquant de ces Jeux Olympiques que tu as vécu en étant au cœur du réacteur, si je peux dire? Moi, ce qui m'a marqué au CNOSF, ce qui m'a marqué dans cette expérience-là, c'est effectivement la véritable sensation d'être au cœur du réacteur. Donc, de comprendre, de voir et d'apprendre des choses que 99% des gens ne se doutent pas et ne comprennent pas et ne voient pas. Donc, c'est comprendre les rouages du sport français avec les bons et les moins bons côtés, les côtés un peu plus administratifs et politiques, mais aussi les côtés étoiles dans les yeux et féeriques. Et cette sensation d'être au cœur du réacteur, comme tu le dis, et de pouvoir découvrir des choses qui nous faisaient rêver petits et de voir qui a un rôle, qui a un impact et de pouvoir avoir un impact directement dessus, c'est extrêmement grisant et ça a été une expérience extrêmement enrichissante par rapport à ça. Alors sur ce que tu as le droit de dire, parce qu'il y a toujours une question de secret professionnel et puis de respect pour les gens, mais qu'est-ce que tu pourrais nous partager en termes de découverte, quelque chose que tu as vu sur lequel tu peux effectivement parler, hein. Il y a des choses qu'on garde quand on est professionnel, mais est-ce qu'il y a un truc que tu peux nous dire en disant moi je l'ai découvert quand j'étais au CNOSF et j'avais aucune idée que ça fonctionnait comme ça? Non, là, quand tu me poses cette question, la première chose qui me vient, c'est effectivement les rouages, j'allais dire effectivement politiques du sport français, où on voit, quand on est du grand public, la résultante, et on en voit les communications officielles, mais on ne se doute pas de tout le travail et de toutes les parties prenantes qui ont un impact dessus, d'où effectivement des fois la longueur et la lenteur de certaines décisions. Mais il y a tellement un engrenage phénoménal, il y a tellement de parties prenantes qui ont un rôle direct ou indirect à jouer que j'étais loin de me douter de ça. Surtout à l'époque où j'arrivais de Roland-Garros, qui est une énorme machine très bien huilée, qui évolue tous les ans, qui subit les lois du marché et qui doivent s'adapter aux lois du marché. Quand je dis loi du marché, c'est pas un mot capitaliste, c'est loi du marché en mode société, doit s'adapter à la société tous les ans pour satisfaire les besoins sportifs du public et de la fédération. Là, c'est un autre rouage, c'était d'autres manières de fonctionner et en arrivant, j'étais loin de me douter de ça et je l'ai appris très vite.
Oui, parce que ce qu'on dit souvent, c'est qu'être président d'une fédération, c'est jouer un rôle politique. Donc là, c'est le président de la fédération qui est en contact avec le CNOSF, qui lui-même est en contact avec le gouvernement. Donc effectivement, j'imagine que au cœur de tout ça, il doit y avoir beaucoup d'échanges qui jouent en fonction de tous ces éléments politiques. Qu'est-ce qui te fait changer, qu'est-ce qui te fait partir du CNOSF? Est-ce qu'il y a la volonté de découvrir d'autres choses dans le sport? Est-ce que tu avais fait le tour pour toi de la mission? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, puisque tout doucement on va arriver vers ton projet actuel qui est Stadiup? Écoute, c'est un peu la même type de réponse que ce que je t'ai dit tout à l'heure en disant que je suis pas allé sur les jeux directement. C'est aussi un choix personnel. C'est-à-dire qu'il y avait aussi la fin d'un cycle. Hein, quand on a 5 ans, une expérience, ça change quelque chose. Après, il faut le savoir, les sponsors olympiques. Et sauf qu'à partir du moment que Paris 2024 a été élu, le rôle de la gestion sponsoring des partenaires olympiques est allé entre les mains de Paris 2024 et plus chez nous. C'est en gros, je perdais 80% des raisons pour lesquelles je suis venu sur mon poste. Donc voilà, j'ai réfléchi à ça. Et après, j'ai fait le choix de rentrer sur Lyon en fin 2019 pour des raisons très personnelles qui ont fait que j'avais envie et besoin de changer de vie. Donc, on est rentré dans notre région d'origine et je suis arrivé à Lyon. Et pour te dire, je suis même arrivé au chômage. J'ai fait une rupture conventionnelle au CNO. Je suis arrivé au chômage à Lyon en me disant on verra bien. Et puis, j'ai eu la chance très très vite de trouver un nouveau poste où j'étais responsable marketing et partenariat d'un événement qui s'appelle Sport Illimité, qui est un événement de l'innovation dans le sport, qui était organisé par GL Event, donc un mastodonte de l'événementiel. Donc ça a duré très peu de temps pour plein de raisons que je ne pourrais détailler. Mais la raison principale, c'est l'arrivée du Covid. Ne serait-ce que ça. Donc en mars 2020, le confinement et tout ce que tout le monde connaît par cœur. Et dans l'événementiel, c'était pas du tout un endroit où rester. Donc, la Stadiup et le projet dont tu fais référence est né de cette période Covid. Donc, moi, le Covid a été très bénéfique par rapport à ça. Ok, et ben justement, on arrive dans le sujet important de la raison pour laquelle on est ensemble sur le podcast, c'est Stadiup. Explique-nous, alors tu vas nous le donner dans le détail, mais c'est né en janvier 2021, mais explique-nous ce que fait Stadiup, comment ça a démarré, quelle est la mission de Stadiup, et puis au fur et à mesure, tu nous diras ce que tu proposes pour les sportifs et sportifs de haut niveau. Alors oui, la mission de Stadiup, elle est vraiment d'aider, d'accompagner, de professionnaliser, de former des athlètes olympiques et paralympiques. Il est venu d'où ce besoin? Il est venu de mon expérience au comité olympique où je me suis rendu compte qu'être athlète de haut niveau, et même quand on est médaillé olympique, champion olympique ou qu'on a des projets olympiques ou paralympiques, eh ben, on est tout seul pour gérer sa carrière à tous les niveaux généralement. On n'a pas les moyens, on doit payer ses entraîneurs, on doit trouver ses sponsors, on doit gérer ses sponsors. Et tout ça, c'est souvent au détriment de la performance, voire au détriment de la vie privée. Et donc, ce besoin de les aider, il était très présent. Et je me suis dit, si un jour je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est pour apporter ma pierre à l'édifice et aider ces athlètes qui sont au cœur du sport. S'il n'y a pas d'athlètes, il n'y a pas de sport. Donc, les athlètes doivent être considérés comme les acteurs principaux aujourd'hui du sport de haut niveau. Et donc, Stadiup, aujourd'hui, c'est un service 360 degrés qui est dédié aux athlètes olympiques et paralympiques et aux entreprises. Notre rôle, il est multiple, à la fois pour les athlètes, où on propose gratuitement, sans exclusivité, sans commission, sans engagement, des services et des outils qu'on leur met à disposition. Des plaquettes, des dossiers de presse, des sites internet, des logos, des formations, etc. Plein de choses qu'on met à disposition gratuitement quand on intègre le club Stadiup pour que ça leur bénéficie complètement. Et après, nous, derrière, notre but, il est de les accompagner dans leur gestion sponsoring, dans leur développement sponsoring, et après de pouvoir proposer des prestations aux entreprises à travers de l'accompagnement, du conseil, du suivi et de la création de contenu. Donc, l'idée, il est d'intervenir sur toute la chaîne du sponsoring sportif d'athlètes de haut niveau, de la formation de l'athlète jusqu'à donner vie au partenariat avec de la création de contenu pour les entreprises.
D'accord, donc ça veut dire que si je suis athlète de haut niveau, j'adhère au club StudyUp et j'ai accès à pas mal de services, comme tu le disais, et puis je peux, je suppose, me former de manière plus précise sur certains sujets. Et si je suis une entreprise et que j'aime le sport, est-ce que je peux intégrer StudyUp pour justement bénéficier de certains retours de sportifs? Est-ce que je peux sponsoriser via StudyUp? Comment ça se passe si je suis... Parce que pour le sportif de haut niveau, je pense que ça me paraît clair pour tout le monde. Si je suis une entreprise, justement, est-ce que tu as des choses particulières et des manières d'agir pour les entreprises? Pour les entreprises, on intervient comme, j'allais dire, presque n'importe quelle agence de création de contenu ou de sponsoring sportif. Une entreprise, si elle est intéressée à l'idée de soutenir un athlète de haut niveau qui a des projets olympiques ou paralympiques, ils nous contactent, ils nous font part de leurs valeurs, de leurs envies, de leurs besoins. Et nous, après, derrière, on leur propose de les connecter avec un ou plusieurs athlètes qui pourraient correspondre à leurs besoins, à leurs valeurs et que ça matche, hein, tout simplement. Et après, nous, on leur propose tout ce qu'il faut derrière pour faire vivre un partenariat. Parce qu'il faut bien prendre en considération qu'un partenariat sportif ou n'importe quel type de partenariat, une fois qu'un partenariat est signé, c'est là que tout commence. On fait souvent l'erreur de croire qu'un partenariat, c'est bon, on s'est tapé dans la main, cool, on est partenaire. Mais s'il se passe rien derrière, ça sert à rien. Et encore plus dans le partenariat sportif. Donc un partenariat, il faut le faire vivre. Donc une entreprise, elle peut faire vivre le partenariat à travers des vidéos, à travers des podcasts. Hein. Écoutez, on est en train d'en parler là, à travers des événements, à travers des relations publiques. Et c'est important de faire vivre des partenariats pour que ça soit un partenariat utile pour tout le monde, en interne, en externe ou pour l'athlète. Et donc nous, en tant qu'agence, on les accompagne dans ces sujets-là. Et c'est ce genre de prestations-là qu'on vend aux entreprises et qui nous permet de vivre aujourd'hui. D'accord. Et quel type d'athlète peut venir chez vous? Est-ce qu'il y a des... tu as un nombre d'athlètes par catégorie sportive, je veux dire un nombre de skieurs, ou alors n'importe qui peut venir et vous vous chargez d'accompagner les personnes? Alors aujourd'hui, pour des raisons, j'allais dire, de ressources humaines, hein, parce qu'on a une petite structure qui se lance, hein, au final, aujourd'hui, on est 5, on sera peut-être 6 ou 7 en 2023, mais ça reste encore une petite structure. Donc, les deux critères primordiaux pour intégrer le club StudyUp quand on est athlète de haut niveau, c'est qu'on ait un projet olympique ou paralympique, donc légitime, qu'on soit déjà olympien ou qu'on souhaite le devenir à très court terme à Paris 2024 ou à Milano Cortina, par exemple, pour les sports d'hiver. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, c'est, j'allais dire, d'être dans l'ADN StudyUp. L'ADN StudyUp, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas une armée de commerciaux pour leur trouver des sponsors et prendre une commission, ce qui est un modèle très classique dans notre univers. Non, pas du tout. Nous, on est un modèle, j'allais dire, d'entraide, où on met à disposition des outils. Mais encore, ces outils, faut-il qu'il puisse l'utiliser, qu'il ait envie de les utiliser, qu'il ait envie d'apprendre, qu'il ait envie de participer et avec les autres athlètes à ce genre de recherche et qu'il y ait une vraie aventure humaine qui se mette en place. Si un athlète nous appelle en disant j'ai besoin de quelqu'un qui me trouve des sponsors et c'est tout, non. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'on n'est pas une armée de commercial et c'est pas dans notre ADN. Donc c'est vraiment le côté humain et projet olympique et paralympique. Ok, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une relation gagnant-gagnant et si l'athlète veut juste quelqu'un qui lui trouve des sponsors, vous, ça ne correspond pas à ce que vous faites et ce que vous proposez. Ouais, on n'a pas de mal à dire non, c'est pas un refus. Alors, on le fait presque pour le bien de l'athlète, hein, l'athlète qui vient nous dire je veux intégrer le club et je veux vous me trouver des sponsors. Écoute, non, tu seras déçu parce que c'est pas notre rôle de te trouver des sponsors. On n'est pas une armée de commercial. Donc, on préfère dire non et on préfère s'axer sur les personnes qui ont cette vraie volonté de participer à cette aventure humaine et qui sont 99,9% des athlètes qui nous contactent, hein, clairement. Ok. Et toi qui es au cœur du sport depuis pas mal d'années, et moi je trouve ça toujours intéressant d'avoir cette prise de recul. Comment t'as vu évoluer les choses et comment tu vois évoluer le sport de haut niveau aujourd'hui? Ça aussi, c'est une question très complète. On pourrait faire 5 podcasts là-dessus. Oui, exactement. Je pense qu'il faudrait faire plusieurs podcasts, mais évidemment que le sport évolue. Moi, c'est vrai que j'ai mis un premier pied dans le sport professionnel, j'allais dire, en 2008. Et là, on est en 2023. Du coup, ça fait 15 ans. Tiens, je vais fêter mes 15 ans dans le sport déjà, alors que j'ai que 36 ans, tu vois, mais oui, ça fait déjà 15 ans, tout compris. L'évolution, elle vient je pense, pas me tromper en parlant d'exigence. Le monde du sport s'est professionnalisé avec les bons et les mauvais côtés.
Les bons côtés, c'est-à-dire qu'on a le droit aujourd'hui à du spectacle, à une expérience de spectateur, une expérience de téléspectateur, et on peut vibrer toutes les semaines. Et les athlètes même bénéficient de tout ça à travers l'amélioration des performances et même de leur plaisir pour certains. Mais le mauvais côté, c'est que si on n'est pas professionnel dans nos démarches, dans notre manière d'être, etc., bah ça nous retombe dessus et on peut être mis à l'écart. Donc aujourd'hui, la vraie évolution, elle vient de l'exigence de toutes les parties prenantes dans le sport, où il faut être parfait surtout à tout point de vue si on veut continuer à exister et si on veut évoluer. La société évolue énormément et le monde du sport ne déroge pas à la règle. Ok. Et par rapport à Stadiup, c'est quoi je dirais, les grandes réussites que tu as pu vivre ou un moment marquant des premières années de Stadiup, puisque vous fêtez vos 2 ans, et puis nous parler peut-être d'une difficulté que tu as pu rencontrer qui pourrait aider quelqu'un qui veut aussi travailler dans le sport. Peut-être tu pourrais lui donner 1 ou 2 tips si éventuellement tu en as. Oui, complètement. Alors là, franchement, quand tu me parles de moments clés dans l'histoire, je dis l'histoire de Stadiup alors qu'on a effectivement que 2 ans, mais c'est l'arrivée de notre premier client. Je crois que dans l'aventure entrepreneuriale, les premières personnes qui nous font confiance et qui nous disent oui, on veut travailler avec toi parce qu'on croit au projet et ça correspond à nos valeurs. Et ben ça, c'est un premier réussite. Et nous, en plus, on a la chance que c'est pas n'importe quel client parce qu'il s'agit d'Intersport France, donc le siège d'Intersport qui est venu nous voir après 6 mois d'existence parce que je connaissais Guillaume, le directeur marketing de mes expériences passées. Et on est arrivé à un moment où ils se sont dit, bah oui, ce que tu proposes, ce que tu fais, l'ADN, les valeurs que tu veux propager à travers Stadiup correspond à ce qu'on veut faire. Donc, en fait, on les a accompagnés dans la création de leur team d'athlètes, si je puis dire, de leur collectif Intersport, pour prendre le nom officiel. Donc 15 athlètes qui représentent les 13 régions françaises et la Belgique, qui Intersport accompagne là pour les années à venir. Donc nous, on a intervenu de la création jusqu'à la gestion quotidienne aujourd'hui de ce collectif. Et c'est le premier vrai client, premier gros client qui nous a fait confiance et qui m'a fait dire OK, on répond à un besoin et je crois que les valeurs que je veux que Stadiup véhicule, elles sont bien comprises par les très grandes entreprises. Bravo pour cette action. Et sur les petites difficultés que tu as pu vivre, et si ça permet d'en retirer quelque chose, est-ce qu'il y a un obstacle que tu as dû surpasser, sur lequel tu peux parler, parce que c'est toujours la même chose, il y a des choses sur lesquelles des fois on doit garder pour soi pour des raisons de confidentialité? Non, mais j'ai envie de dire que dans la vie de l'entrepreneuriat et tous les entrepreneurs ou les gens impliqués dans ce qu'ils font comprendront, c'est que des échecs, des erreurs ou des difficultés, il y en a tous les jours, mais c'est justement ça qui est génial. C'est ça qui est génial parce que ça nous oblige à nous remettre en question, à redémarrer une réflexion, à essayer d'analyser, de comprendre, et c'est ça que j'aime en fait. Donc, j'espère que des difficultés, j'en aurai tous les jours encore les 20 ans qui viennent avec Stadiup, parce que ça voudra dire que tous les jours, je vais être obligé de retravailler sur moi, sur la manière que j'ai de travailler, sur l'offre qu'on fait, et pour essayer de toujours trouver quelque chose qui convient et qui nous fait avancer. Donc, les difficultés, j'en ai tout le temps. Il y a des choses, effectivement, qui prennent plus de temps que d'autres. Mais c'est ce qui nous a fait énormément évoluer et qui nous permet d'être là où on est aujourd'hui. Donc, pour moi, une difficulté, c'est quelque chose de positif parce que ça nous fait avancer. Ok, donc on est dans ce parallèle qui avait fait que j'avais lancé Allez Vas-y avec du sport dedans, parce que pour moi, entrepreneuriat et sport, on n'est jamais très éloigné. Ce que tu viens de dire par rapport aux difficultés, c'est ce que vivent les sportifs de haut niveau quand ils s'entraînent, quand ils échouent à une compétition, quand ils se blessent, après ils se remettent en question et ils essayent peut-être soit de travailler leur préparation autrement, soit manger autrement. Enfin bref, on est dans ce parallèle-là. Pour respecter notre timing, pour terminer, c'est quoi l'avenir de Stadiup? C'est quoi les grandes échéances, sachant que en grande compétition sportive, on n'a jamais été autant gâté en tant que Français, puisque Coupe du Monde de rugby qui arrive cette année, puisqu'on est en 2023, et puis bien sûr les JO de Paris 2024.
Sur Stadiup en 2023, clairement, l'objectif il est de continuer à grandir, il est de continuer à répondre aux besoins des athlètes et des entreprises. Donc là où on a mis aujourd'hui 2 ans à démarrer la machine, aujourd'hui, il faut qu'elle soit lancée à pleine vitesse parce que les Jeux, c'est dans 1 an et demi. Et le besoin des athlètes, il est aujourd'hui, il n'est pas demain. Donc notre but, il est de pouvoir proposer au plus d'athlètes possible nos services gratuits et que les entreprises nous identifient comme l'agence qui leur permettra de faire vivre leur partenariat et qui leur permettra de faire vivre une histoire olympique. Donc, que les entreprises nous contactent ou contactent les athlètes du club Stadiup pour pouvoir construire quelque chose avec nous et donc continuer à grandir et continuer à embaucher. Parce que voilà, on a eu la chance dès aujourd'hui d'embaucher notre première salariée à temps plein. Et j'espère que d'autres embauches viendront pour continuer à grandir avec cette expérience humaine tous ensemble. Eh ben, c'est tout le bonheur que je te souhaite. Avant de terminer, j'essaye de faire ça à chaque fois, vu que c'est ton podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que t'aimerais partager avec tout le monde? Ça peut être un sujet, comme ça peut être juste une petite lumière sur quelque chose. Non, écoute, tu vois, là, tu me dis ça. La première chose à laquelle je pense, c'est au titre de ton podcast, quoi. Allez, vas-y. Et c'est la notion d'oser. Et j'en suis la preuve à travers Stadiup, j'en suis la preuve à travers toutes mes expériences dans le sport. C'est que si je m'étais pas dit, allez, vas-y, je l'aurais jamais fait. Et je sais pas où je serais aujourd'hui. Je sais pas ce que je ferais. Et je pense que je serais certainement en train de le regretter aujourd'hui à 37 ans. Donc, quel que soit votre âge, quel que soit votre parcours, quel que soit votre genre, ou quel que soit tout ce que vous voulez, et même si vous avez des doutes, allez, vas-y, quoi. Fonce, tente, et même si t'échoues, tu pourras retenter derrière. C'est ça qui est génial avec l'échec, c'est qu'on peut toujours retenter derrière. À partir du moment qu'on n'écoute pas trop les gens qui nous disent d'arrêter, on y arrive toujours. Donc, oser, c'est le seul conseil que je pourrais donner pour finir. Eh ben, écoute, merci beaucoup Thibaut de cet échange. Merci de ce dernier feedback et effectivement, ça a été aussi un éclairage sur ce qui a motivé le Allez Vas-y et aujourd'hui qui se transforme en tout un sport parce que comme toi, il y a une passion du sport qui existe chez moi et je pense qu'il y a quelques années, j'ai pas osé y aller. Il y a des choses qui ont fait que. Donc oui, je te rejoins à 2000%. Si vous avez l'envie, allez taper aux portes et puis au pire, ça sera non. Hein, c'est vraiment, il y a pire que ça dans la vie, quoi. Juste un non. Hein, on ose poser la question. Des portes, il y en a des milliers et si toutes les portes se referment, vous pouvez créer votre propre porte. C'est ça qui est génial aussi en France ou dans l'entrepreneuriat, c'est que il y a toujours un moyen de passer par une porte parce qu'on peut la créer soi-même. Ouais, tu as raison. Thibaut, merci beaucoup. Et puis, écoute, très bonne route à Stadiup. En plus, avec ta salariée qui à temps complet qui vient d'arriver. Donc, merveilleux avenir. Et puis, rendez-vous au JO, hein, forcément, avec les différents athlètes que vous aurez accompagnés. Écoute, avec grand plaisir, en espérant le plus de médailles possible, le plus de belles histoires possibles au-delà des médailles. Et l'histoire continue de s'écrire. Et encore merci pour l'invitation. C'était un vrai bon moment. Comme je l'ai dit peut-être en préambule, c'était une première expérience pour moi en podcast, mais très agréable aussi. Ça vient de ton podcast et de notre échange qui était très riche. Donc encore merci et à très bientôt, j'espère. Merci à toi. Bonne continuation. Merci. Et voilà, c'est le coup de sifflet final. Fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts ? Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre histoire est un cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.